Le silence de la petite église de banlieue pesait plus lourd que les voûtes de pierre au-dessus de la tête de Manon. Devant l'autel, dans une robe simple qui avait coûté toutes ses économies, elle sentait le regard des quelques invités comme des aiguilles sur sa peau. Le voile fin, emprunté, ne cachait pas la tension de sa mâchoire, ni le tremblement de ses mains serrées sur un bouquet de fleurs des champs. Chaque mot du prêtre résonnait comme un coup de marteau scellant son avenir, un avenir de sécurité précaire en échange de sa jeunesse. Elle s'était convaincue que c'était là son unique refuge, une porte qu'elle devait franchir pour laisser derrière elle le froid des rues de Paris. Le « oui » qu'on attendait d'elle n'était pas un mot d'amour, mais un contrat de survie, un adieu silencieux à des rêves qu'elle n'avait jamais vraiment eu le droit de nourrir. Elle leva les yeux vers l'homme plus âgé à ses côtés, son visage une carte de promesse raisonnable, et s'apprêta à prononcer la syllabe qui la sauverait et la condamnerait à la fois. C'est alors que les lourdes portes de chêne volèrent en éclats, s'ouvrant avec une violence qui fit trembler les vitraux. Une lumière crue inonda l'allée centrale, découpant une silhouette masculine, haute et impérieuse, dont la seule présence suffisait à aspirer tout l'air de la nef. Le prince Louis se tenait sur le seuil, le visage fermé, ses yeux d'un bleu glacial fixés uniquement sur Manon. Il n'y avait ni garde ni escorte, seulement la puissance brute de sa volonté incarnée dans un costume parfaitement taillé qui contrastait brutalement avec l'humble décor. Le murmure des invités se mua en un hoquet de stupeur collectif. Le prêtre s'interrompit, la bouche bée. Le fiancé de Manon se tourna, son expression passant de l'incompréhension à une fureur contenue. Mais Louis ne voyait personne d'autre qu'elle, cette jeune femme au bord du précipice, et dans son regard brûlait une détermination qui semblait capable de renverser le monde pour l'atteindre. Il avança d'un pas lent et mesuré, chaque foulée résonnant sur le sol en pierre, comme le compte à rebours d'un destin inéluctable. Sa voix, quand elle s'éleva, fut un grondement de tonnerre dans le silence suspendu. Ce mariage n'aura pas lieu. Les mots n'étaient pas une supplique, mais un ordre. Louis arriva à hauteur de l'autel, ignorant superbement le prêtre et le fiancé outragé. Il sortit une liasse de documents de la poche intérieure de sa veste et la jeta sur le velours rouge du prie-dieu. Cet homme est un imposteur, un bigame qui se nourrit de la détresse des femmes vulnérables. Son nom n'est même pas celui qu'il vous a donné. Chaque syllabe était une lame, découpant la vérité et la jetant à la face de l'assemblée. Le visage du fiancé devint cireux, la supercherie exposée sous la lumière crue de l'église. Manon regarda les papiers, puis le visage décomposé de l'homme qu'elle allait épouser, et enfin les yeux du prince. Dans ce regard, il n'y avait pas de pitié, mais une possessivité féroce, une colère protectrice qui la terrifiait et la fascinait tout à la fois. Il était venu la réclamer, non comme un sauveur, mais comme une évidence. Si cette histoire, née dans le fracas d'une promesse brisée, éveille déjà une flamme dans votre cœur, abonnez-vous pour vivre la suite de ce destin tumultueux et partagez en commentaire l'émotion qui vous a saisi. Le chaos qui s'ensuivit fut une symphonie de chuchotements horrifiés et de regards accusateurs. Le fiancé bafouilla des dénégations, mais les preuves étaient là implacables sur l'autel. Des photographies, des certificats, le témoignage écrit d'une autre femme piégée. Louis avait orchestré cette destruction avec une précision chirurgicale, démantelant la fragile sécurité de Manon pour la reconstruire ailleurs, sous sa propre loi. Il ne lui avait pas demandé son avis. Il avait agi. Manon sentit le sol se dérober sous ses pieds. La honte la submergea, une vague brûlante qui effaçait la peur. Être sauvée de cette façon était une autre forme d'humiliation, une exposition publique de sa naïveté, de sa misère. Elle, l'ancienne fille des rues, devenue le centre d'un scandale royal. Elle sentit tous les regards converger vers elle, la disséquant, la jugeant. Elle n'était plus une future mariée, mais une pièce sur l'échiquier d'un prince, un objet de curiosité, une anecdote qui serait racontée dans les dîners mondains pendant des semaines. Le voile devint soudain étouffant, un linceul de ses espoirs déçus. Elle porta la main à sa tête pour l'arracher, un geste de rébellion silencieux contre ce spectacle dont elle était l'héroïne malgré elle. Ses doigts tremblants se heurtèrent au tissu, mais ses forces l'abandonnèrent. Le monde se mit à tanguer, les couleurs des vitraux se mélangeant en une spirale vertigineuse. Le visage du prince Louis fut la dernière chose qu'elle vit, son expression passant de la fureur glaciale à une inquiétude soudaine et profonde. Elle ne l'entendit pas crier son nom. Elle sentit seulement le contact de bras puissants qui la rattrapèrent,
avant qu'elle ne heurte le sol froid de l'église. L'obscurité l'enveloppa comme une couverture bienvenue, un répit face à cette réalité trop brutale. Sa décision avait été prise pour elle, son corps capitulant là où son esprit luttait encore. En s'effondrant dans les bras de son improbable sauveur, Manon ne choisissait pas entre deux hommes, mais entre deux prisons, celle familière de la misère et celle dorée et terrifiante que ce prince lui imposait. Lorsqu'elle reprit conscience, ce ne fut pas l'odeur de cire et d'encens de la petite église qui emplit ses narines, mais le parfum subtil du bois ciré et des fleurs fraîches. Elle était allongée dans un lit immense, sous des draps de soie si doux qu'ils semblaient irréels. Une lumière tamisée filtrait à travers de hauts rideaux de velours, éclairant une chambre dont la splendeur dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle était au château. Sa situation immédiate était celle d'une invitée de marque, ou peut-être d'une captive de luxe. Le prince Louis, assis dans un fauteuil près de la fenêtre, la regardait, son visage impénétrable. Ce qu'il attendait d'elle était clair dans son silence. Qu'elle accepte ce nouveau monde, qu'elle lui fasse confiance après avoir fait voler en éclats le seul semblant de vie qu'elle avait réussi à construire. Mais pour comprendre comment le destin avait pu lier une ancienne survivante des rues de Paris au prince héritier de la nation, il fallait remonter le temps quelques semaines plus tôt, à l'instant précis où leurs deux mondes s'étaient heurtés pour la toute première fois. Quelques semaines avant ce jour funeste dans la petite église, la vie de Manon n'était qu'une lutte silencieuse contre le froid mordant des quais de Seine. Elle était une silhouette anonyme dans la grande tapisserie de Paris, une âme qui avait appris à lire la bienveillance ou le mépris dans le regard des passants, avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ces journées étaient une mosaïque de petits boulots, de mains rougies par l'eau glacée des plongeoires de restaurants et de nuits passées dans des foyers surpeuplés où le sommeil était un luxe volé. L'amour était un conte de fées qu'elle n'avait pas le loisir de lire. La survie était sa seule monnaie, une devise qu'elle dépensait chaque jour avec une prudence infinie. Elle ne rêvait pas de bal ni de prince, mais d'un lit chaud, d'un repas certain et du droit de marcher dans la rue sans sentir le poids de l'indifférence générale. Son pragmatisme était une armure forgée dans le feu de l'abandon, la protégeant de l'espoir, ce poison doux qui rendait la réalité encore plus amère. Sa vulnérabilité la plus profonde n'était pas la faim ou le froid, mais une dette, non pas la sienne, mais l'ombre pesante laissée par des parents qu'elle avait à peine connus. C'était une chaîne invisible qui la liait à un passé de misère, un chiffre qui grandissait chaque mois, menaçant de l'engloutir complètement. Les lettres de créanciers étaient des corbeaux de papier annonçant un désastre imminent, la menaçant d'une expulsion vers la rue absolue, sans même le refuge précaire d'un foyer. C'est cette peur viscérale, la terreur de perdre le peu de terrain qu'elle avait gagné, qui l'avait rendue si réceptive à la proposition de cet homme plus âgé. Il n'offrait pas la passion, mais la solvabilité. Son mariage n'était pas un choix de cœur, mais une capitulation financière, qu'un pacte signé avec le diable de la convenance pour échapper aux démons de la pauvreté. Chaque regard bienveillant de son fiancé était un rappel du prix de sa liberté, une liberté qu'elle sacrifiait sur l'autel de la sécurité. La honte était une compagne familière, mais un jour, elle prit une forme particulièrement cruelle. Manon travaillait comme femme de chambre dans un hôtel de luxe, un univers parallèle où la richesse était si ostentatoire qu'elle en devenait absurde. Alors qu'elle nettoyait le marbre d'un hall opulent, une femme élégante, parée de bijoux qui aurait pu payer sa dette 10 fois, laissa tomber son gant de soie. Elle regarda Manon avec un dédain glacial, attendant qu'elle le ramasse comme on s'attendrait à ce qu'un animal obéisse. Manon sentit le sang lui monter aux joues, mais son visage resta impassible. Elle se baissa, ramassa le gant avec une lenteur délibérée, le tendit sans un mot et soutint le regard méprisant avec une dignité silencieuse qui était sa seule arme. Dans ce geste, il n'y avait pas de soumission, mais une résistance farouche, la promesse silencieuse qu'elle ne se laisserait jamais briser, même si le monde entier conspirait pour la réduire en poussière. C'est dans ce même hôtel, quelques jours plus tard, qu'elle rencontra l'homme qui allait devenir son fiancé. Il l'avait observé, non pas avec la condescendance des autres clients, mais avec une sorte de pitié calculée. Il se présenta comme un veuf solitaire, un homme d'affaires à la recherche de compagnie et de stabilité. Il lui parla de sa grande maison vide, de son besoin d'une présence douce pour combler le silence.
Son offre était une transaction déguisée en romance, sa jeunesse et sa présence contre sa fortune et sa protection. Il lui offrit une porte de sortie, une échappatoire à l'humiliation quotidienne. Manon, épuisée par la lutte, vit en lui non pas un amant, mais un refuge. Elle accepta sa proposition avec le soupir de résignation d'une naufragée qui s'accroche à un morceau de bois flotté, sachant que cela la sauverait de la noyade, mais l'emmènerait vers un rivage inconnu et peut-être tout aussi désolé. Dans les semaines qui précédèrent le mariage, son état émotionnel était un désert de résignation. Elle vivait désormais dans un petit appartement qu'il lui avait loué, un espace propre et impersonnel qui ressemblait plus à une salle d'attente qu'à un foyer. La faim avait disparu, remplacée par un vide immense que la nourriture ne pouvait combler. La peur du lendemain s'était estompée, laissant place à une angoisse sourde face à un avenir écrit par un autre. Elle passait ses journées à regarder par la fenêtre les rues de Paris, se sentant plus étrangère à la ville qu'au temps où elle en parcourait les trottoirs sans un sou. Elle était une poupée dans une maison de poupées, habillée de vêtements qu'elle n'avait pas choisis, se préparant à jouer un rôle qu'elle n'avait pas écrit. L'espoir, ce sentiment qu'elle avait si longtemps combattu, était mort. Et à sa place, il n'y avait qu'une acceptation passive de son sort, une tranquillité qui ressemblait terriblement au désespoir. Pour occuper ses journées, son fiancé lui avait trouvé un emploi à temps partiel chez un fleuriste de luxe, près de la place Vendôme, un lieu où la beauté était une marchandise. C'est là que le destin allait orchestrer leur première rencontre, dans un décor ironique de perfection florale. Manon se tenait derrière le comptoir, les mains habituellement abîmées, s'occupant avec une délicatesse surprenante de composer un bouquet de pivoine blanche. Elle était absorbée par sa tâche, le parfum des fleurs l'enveloppant comme un baume éphémère sur ses blessures invisibles. Le tintement de la cloche au-dessus de la porte annonça un nouveau client, mais elle ne leva pas immédiatement les yeux, habituée au va-et-vient des riches et des puissants. Elle était là, au cœur du luxe parisien, une âme invisible au milieu de la splendeur, ignorant que l'homme qui venait d'entrer n'était pas un client ordinaire, mais le prince Louis, et que son regard allait bientôt se poser sur elle, déclenchant une tempête qui allait tout balayer. Le prince Louis s'avança dans la boutique, sa présence absorbant la lumière et le silence. Le parfum des pivoines, si apaisant quelques instants plus tôt, semblait maintenant se recroqueviller devant l'odeur plus complexe et masculine de son eau de Cologne, un mélange de cuir et d'épices lointaines. Manon leva enfin la tête et son regard croisa le sien. Le monde parut s'arrêter. Ses yeux étaient d'un bleu si intense qu'ils semblaient contenir un ciel d'hiver, froid, mais d'une clarté déconcertante. Il ne la regardait pas comme les autres clients, avec cette indifférence polie réservée au personnel. Son regard était une analyse, une pesée, une intrusion. Il la voyait, elle, Manon, pas la fleuriste. Elle sentit une chaleur anormale monter à ses joues, un mélange de gêne et d'une étrange forme de reconnaissance. Vêtu d'un costume sombre qui épousait parfaitement sa stature imposante, il était une anomalie dans ce décor de douceur florale, un prédateur dans un jardin de proies innocentes. Il s'approcha du comptoir avec une lenteur calculée, chaque pas résonnant sur le parquet ancien comme un battement de cœur trop lourd. Le silence qu'il imposait était une arme, une manière de la déstabiliser avant même d'avoir prononcé un mot. Il posa ses mains gantées de cuir sur le marbre froid, ses doigts à quelques centimètres des siens. Manon aurait pu reculer, mais elle resta immobile, refusant de lui montrer la moindre once de la peur qui commençait à s'enrouler autour de ses poumons. Elle se força à soutenir son regard, transformant sa vulnérabilité en un masque de neutralité glaciale. C'était une tactique de survie qu'elle avait perfectionnée dans les rues, ne jamais laisser paraître la faim, la peur ou le désir. Elle était une forteresse silencieuse, et cet homme, avec toute sa puissance évidente, venait de se heurter à ses murs. Dans ses yeux à lui, une lueur de surprise passa, un respect inattendu pour cette petite fleuriste qui ne baissait pas les yeux. Lorsqu'il parla, sa voix fut un murmure grave qui sembla faire vibrer l'air autour d'eux. « Manon ». Il ne posa pas de questions. Il affirma sa présence, sa connaissance. Entendre son nom prononcé par cet inconnu fut comme une décharge électrique. Comment pouvait-il le connaître? La peur devint plus précise, plus aiguisée. Qui était-il? Un homme de main de ses créanciers, un détective privé engagé par son fiancé?
Il vit le doute et l'effroi danser dans ses yeux, et son expression se fit presque douce, une contradiction troublante avec son aura de danger. « Je sais pour votre dette, je sais pour le marché que vous avez conclu, et je sais que l'homme que vous vous apprêtez à épouser n'est pas celui qu'il prétend être. » Chaque phrase était une pierre jetée dans l'eau calme de ces arrangements précaires, créant des ondes de choc qui menaçaient de la noyer complètement. Elle se sentait nue, disséquée par ce regard qui semblait lire jusqu'au fond de son âme. Il ne lui laissa pas le temps de répondre, de nier ou de questionner. Il enchaîna, sa voix toujours aussi basse, mais chargée d'une autorité absolue. « Je vous propose une autre issue, un contrat différent. » Il ne parla pas d'amour ni même de protection au sens romantique du terme. Ces mots étaient ceux d'un homme d'affaires, froids et précis. Il lui offrait de racheter sa dette, de lui garantir une sécurité matérielle bien au-delà de ce que son mariage pourrait jamais lui apporter. En échange, elle lui appartiendrait. Le mot ne fut pas prononcé, mais il flottait entre eux, lourd et sans équivoque. Elle deviendrait sa protégée, sa chose, une belle créature dans une cage dorée, à l'abri du monde mais soumise à sa seule volonté. C'était une proposition monstrueuse, une offre de servitude luxueuse, présentée non comme une faveur, mais comme la seule option logique face au désastre qu'il prédisait pour elle. La peur de Manon se mua en une fureur froide et pure. La colère lui donna une force qu'elle ne soupçonnait pas. Qui était cet homme arrogant pour oser démanteler sa vie, juger ses choix désespérés et lui proposer de troquer une prison contre une autre? Sa dignité, cette flamme fragile qu'elle avait protégée de tous les vents de la misère, s'embrasa. Non. Le mot sortit de sa bouche, tranchant et sans appel. Sa voix ne trembla pas. Elle le regarda droit dans les yeux, son petit visage pâle transformé par une détermination de fer. « Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, ni ce que vous me voulez, mais je ne suis pas à vendre, ni pour un toit, ni pour effacer une dette. La vie que je me construis, bonne ou mauvaise, est la mienne. Maintenant, si vous n'achetez pas de fleurs, je vous prierai de bien vouloir partir. » C'était un défi insensé, une rébellion suicidaire contre un pouvoir qui pouvait l'écraser, mais c'était la seule réponse qu'elle pouvait faire sans se trahir elle-même. Un sourire presque imperceptible étira les lèvres du prince Louis. Il n'était pas habitué à être défié, encore moins par une jeune femme qui n'avait rien. Sa première impression d'elle était celle d'une résilience inattendue, une âme de reine cachée sous les haillons de la pauvreté. Pour Manon, il était le danger incarné, un homme habitué à prendre ce qu'il désirait, un symbole de ce monde opulent qu'il avait toujours méprisé. Sans un mot de plus, il sortit une carte de visite de sa poche, d'un blanc immaculé, portant seulement un nom et un numéro sans titre. Il la posa sur le comptoir. « Lorsque vous comprendrez que j'avais raison et vous le comprendrez, appelez ce numéro, ce sera votre seule chance. » Son ultimatum était posé, silencieux et implacable. Puis, il tourna les talons et quitta la boutique, la laissant seule au milieu des fleurs, le cœur battant à tout rompre, cette petite carte blanche brillant sur le marbre comme une promesse de salut et de damnation. Elle se réveilla dans un silence si profond qu'il en était oppressant, un silence tissé de luxe et de solitude. La chambre était une cage dorée, les draps de soie une caresse glacée sur sa peau, encore marquée par le souvenir du tissu rêche de sa robe de mariée. Le prince Louis se tenait près de la haute fenêtre, le dos tourné, contemplant les jardins impeccables du domaine comme un roi inspectant son territoire. Il ne se retourna pas immédiatement lorsqu'il sentit son éveil, lui laissant le temps de mesurer l'étendue de sa nouvelle prison. Quand il lui fit face, son regard bleu ne contenait ni remords ni tendresse, mais la certitude inébranlable de celui qui a agi selon son droit. Il lui expliqua d'une voix neutre, presque clinique, les détails de la supercherie de son ancien fiancé, non pour la rassurer, mais pour justifier son intervention. Il avait orchestré un sauvetage qui ressemblait à une capture, brisant ses chaînes pour lui en passer de nouvelles, plus précieuses mais tout aussi solides. Manon resta silencieuse, son corps recroquevillé sous les draps, son esprit un champ de bataille où la gratitude et la rage se livraient une guerre sans merci. Ce fut elle qui rompit le pacte de silence, et sa voix, bien que basse, était une lame fine et acérée. Elle ne le remercia pas. Elle le questionna. De quel droit avait-il fait irruption dans sa vie, exposant sa misère et ses choix désespérés à la face du monde? Elle ne nia pas la vérité de ses révélations, mais elle contesta la brutalité de sa méthode.
cette arrogance princière qui disposait des destins comme de simples pions sur un échiquier. Vous avez détruit une vie, peut-être misérable mais mienne, pour en imposer une autre, lui lança-t-elle les yeux brillants d'une fureur contenue. Le prince Louis la regarda, et pour la première fois, une émotion autre que la froide détermination traversa son visage. Ce fut un éclair de surprise, presque d'admiration. Il s'était attendu à des larmes, à de la confusion, peut-être même à une reconnaissance craintive. Il n'avait pas anticipé cette dignité farouche, cette force qui refusait de se plier, même dans la défaite la plus totale. Il voyait devant lui non pas une victime à consoler, mais une adversaire à convaincre, la reine qui sommeillait sous les haillons. Les jours qui suivirent furent une danse subtile de domination et de résistance. Le château lui-même était un adversaire, avec ses couloirs infinis, ses serviteurs silencieux et son protocole étouffant. Un majordome à la silhouette rigide, nommé Henri, lui fut assigné, un homme dont la déférence glaciale était une forme de surveillance constante. Des robes somptueuses, des bijoux étincelants apparurent dans sa garde-robe, une armure de soie et de velours qu'elle refusait de porter. Elle s'obstinait à revêtir la simple tenue qu'elle portait en arrivant, un acte de défi silencieux qui exaspérait le prince. Chaque repas partagé dans l'immense salle à manger était un champ de bataille. Il tentait de la sonder, de percer ses défenses avec des questions sur son passé, tandis qu'elle répondait par un mutisme poli ou des phrases laconiques qui le renvoyaient à sa propre solitude. Elle était une énigme qu'il voulait résoudre, une forteresse qu'il désirait conquérir, mais les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur semblaient imprenables. Une fin d'après-midi, il la trouva dans la bibliothèque, un volume relié de cuir entre les mains, le regard perdu à travers la fenêtre. La lumière dorée du couchant illuminait la poussière dansant dans l'air et se posait sur son visage, lui conférant une beauté mélancolique et intemporelle. Pour la première fois, il s'approcha d'elle sans son masque d'autorité princière. Sa voix fut plus basse, presque confidentielle, lorsqu'il lui parla du livre qu'elle tenait, un recueil de poésie qu'il aimait dans sa jeunesse. Il lui confia que cette immense demeure, ce symbole de son pouvoir, avait souvent été pour lui une prison bien plus solitaire que n'importe quelle chambre modeste. C'était la première fissure dans son armure, une confession inattendue qui la déstabilisa. Elle entrevit l'homme derrière le prince, un être complexe, chargé d'un fardeau qu'elle ne pouvait imaginer. Dans ce court instant de vulnérabilité partagée, la tension entre eux se mua en quelque chose de différent. Une curiosité troublante, une reconnaissance mutuelle de leurs cages respectives. Cette trêve fragile fut brisée quelques jours plus tard par l'arrivée d'une lettre portant le sceau royal. La reine-mère, informée de la présence d'une invitée au château, exigeait des explications et convoquait son fils à un dîner de gala imminent. Le prince Louis annonça la nouvelle à Manon non comme une option mais comme une fatalité. Elle devrait l'accompagner. C'était, selon lui, une nécessité politique, la seule façon de contrôler le récit, d'étouffer les rumeurs qui commençaient à circuler et de présenter la situation sous un jour acceptable pour la cour. Pour Manon, la proposition était monstrueuse. La simple idée de se retrouver exposée au regard scrutateur et méprisant de l'aristocratie, d'être jugée, pesée et sans doute rejetée, lui donnait la nausée. Elle refusa catégoriquement. « Jamais, dit-elle, sa voix retrouvant toute sa fermeté. Je ne serai pas votre curiosité, votre scandale apprivoisé. Je ne jouerai pas ce rôle. » Le conflit n'était plus silencieux. Il était désormais ouvert, direct et brutal. Une semaine s'était écoulée depuis le mariage avorté. Une semaine de guerre froide menée dans des couloirs de marbre et des salons dorés. Leur dynamique était un mélange instable de ressentiment, de dépendance forcée et d'une attraction magnétique et terrifiante qui crépitait sous la surface de leurs échanges tendus. Face à son refus obstiné de paraître au dîner, le prince Louis joua sa carte la plus cruelle. Il lui rappela froidement ce à quoi elle avait échappé. Le froid, la faim, le visage de l'imposteur qui l'aurait piégé dans une vie de mensonges. Était-ce vraiment pire que d'affronter quelques regards dédaigneux? Ces mots la frappèrent comme un fouet. La reine-mère, figure puissante et gardienne intransigeante des traditions, était désormais une menace tangible. Le dîner de gala n'était plus une simple obligation sociale. Il était devenu le prochain champ de bataille. Une arène où Manon serait jetée au lion,
un test ultime pour sa fierté et pour la véritable nature des intentions du prince. L'humiliation publique qu'elle redoutait tant était maintenant inévitable. Le soir du gala, le château se mua en une bête étincelante et hostile, ses couloirs vibrant d'une musique lointaine et des murmures de l'aristocratie. Manon se sentait étrangère dans son propre corps, enserrée dans une robe de velours bleu nuit qui avait coûté plus cher que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. Le poids des diamants à son cou était un rappel constant de sa condition, une parure qui ne cachait pas la roturière mais la soulignait cruellement. En descendant le grand escalier au bras du prince Louis, elle sentit des centaines de regards se poser sur elle, des regards qui la déshabillaient de sa soie pour retrouver la misère de ses origines. Louis lui tenait la main, ses doigts serrant les siens avec une force qui se voulait rassurante, mais qui trahissait sa propre anxiété. Il l'avait jetée dans cette fosse aux lions, et bien qu'il se tînt à ses côtés, elle n'avait jamais ressenti une telle solitude, une telle certitude d'être une imposture sur le point d'être démasquée. Le dîner fut une épreuve de chaque instant, une pièce de théâtre aux répliques ciselées et aux sourires assassins. Assise à la droite du prince face à la reine-mère dont le visage était un masque de civilité glaciale, Manon mangeait sans sentir le goût des mets exquis. Elle répondait aux questions polies par des phrases courtes, sa voix à peine un murmure dans le concert des conversations mondaines. Elle sentait le mépris suinté de chaque compliment sur sa robe, de chaque question faussement innocente sur ses passe-temps. Elle était un objet de curiosité, la dernière acquisition exotique du prince, et chaque convive semblait attendre le moment où elle commettrait une erreur, où le vernis craquerait pour révéler la fille des rues. Louis tentait de la protéger en déviant les conversations, en la couvrant d'une attention ostentatoire, mais cela ne faisait qu'attiser les flammes de la curiosité et de la malveillance. La tension était une corde tendue au-dessus d'un abîme, et Manon sentait qu'elle allait bientôt se rompre. La rupture vint d'une femme plus âgée, la duchesse de Valois, une amie intime de la reine dont les yeux brillaient d'une intelligence cruelle. Après une discussion sur les œuvres de charité de la famille royale, elle se tourna vers Manon avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mademoiselle, dit-elle d'une voix claire qui fit taire toutes les autres conversations, le prince nous dit que vous avez une perspective unique sur les difficultés de la vie. Pourriez-vous nous éclairer? Racontez-nous ce que c'est de n'avoir rien, de dormir dans le froid, de mendier sa pitance. Ce doit être une expérience si formatrice. » Le silence qui tomba sur la table fut absolu, lourd et suffocant. La question, posée sous le couvert d'un intérêt sociologique, était une exécution publique. C'était une invitation à étaler sa honte, à transformer sa survie en un spectacle pour le divertissement de ceux qui n'avaient jamais connu le manque. Tous les regards convergèrent vers elle, avides, curieux, impitoyables. Manon sentit le sang quitter son visage. Ses mains, cachées sous la nappe, se mirent à trembler. Elle chercha instinctivement le regard de Louis, un appel muet à l'aide, une prière pour qu'il la sauve de cette humiliation suprême. Mais le prince était figé. Il était pris au piège entre la loyauté due à son rang, le regard d'acier de sa mère qui lui ordonnait de ne pas faire de vagues, et la détresse de la femme qu'il avait lui-même exposée à cette meute. Son silence, ne durant qu'une poignée de secondes, fut une éternité. Dans cette hésitation, Manon vit la confirmation de sa plus grande peur. Dans ce monde, elle serait toujours indéfendable. Son passé était une tache indélébile, et même l'amour d'un prince ne pouvait l'effacer. La trahison ne venait pas de la question de la duchesse, mais du silence de l'homme qui lui avait promis sa protection. Une force insoupçonnée naquit de cette douleur. Manon releva la tête, son regard croisant celui de la duchesse sans ciller. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de ses larmes ou de ses justifications. Elle ne répondit pas. Avec une lenteur infinie, une grâce qui semblait défier la cruauté de l'instant, elle posa délicatement sa serviette sur la table. Puis, elle se leva, sa silhouette fine et droite dans la lumière crue des chandeliers. « Si vous voulez bien m'excuser », sa voix fut un souffle calme mais ferme qui porta dans tout le silence. Sans un regard pour Louis, elle tourna les talons et quitta la salle à manger, traversant l'espace sous le regard stupéfait de la cour. Elle ne fuyait pas. Elle se retirait d'une bataille qui n'était pas la sienne, emportant avec elle les derniers lambeaux de sa dignité, laissant derrière elle un prince brisé par sa propre lâcheté et une table où le scandale venait tout juste d'être servi. Dès que les lourdes portes se refermèrent derrière elle,
Le masque de son calme se brisa en 1000 morceaux. Elle ne courut pas. Elle marcha d'un pas rapide et aveugle à travers les couloirs dorés, cherchant une issue, de l'air, une échappatoire à cette cage suffocante. Elle finit par pousser une porte-fenêtre et se retrouva dans les jardins du château, sous un ciel d'encre piqué d'étoiles indifférentes. L'air glacial de la nuit frappa son visage et ses épaules nues. Mais le froid était une bénédiction, une douleur réelle qui chassait celle de l'humiliation. C'est là, seule au milieu des fontaines silencieuses, qu'elle laissa enfin les larmes couler, des larmes de rage et de chagrin. Dans la salle à manger, Louis se leva brusquement, son fauteuil raclant violemment le marbre. Le visage déformé par le remords, il fit un pas pour la suivre, mais la voix de sa mère, basse et tranchante comme une lame, l'arrêta net. « Louis, asseyez-vous. » Il était pris au piège, et il venait de comprendre que pour la sauver, il devrait peut-être détruire le monde qu'il avait fait roi. Le prince Louis resta un instant figé, le commandement glacial de sa mère résonnant dans le silence assourdissant de la salle à manger. Le poids de sa couronne, de son devoir de 1000 ans de lignée, pesait sur ses épaules. Mais tout cela n'était rien face à l'image du visage dévasté de Manon. Une fureur froide, dirigée contre lui-même, contre sa propre hésitation, déferla en lui. D'un geste brusque qui renversa son fauteuil sur le marbre poli, il se leva, ignorant le regard d'acier de la reine. Il sortit de la salle sans un mot, le cœur battant la chamade, une prière muette aux lèvres pour qu'elle ne soit pas allée trop loin. Il la chercha dans les couloirs, puis se précipita vers les jardins. L'air nocturne était mordant, et la seule trace qu'il trouva d'elle fut le fin châle de soie qu'elle avait laissé tomber sur un banc de pierre. Il le ramassa, le tissu encore imprégné de son parfum floral, et ce simple contact fut comme une brûlure, le symbole tangible de son échec, de sa trahison silencieuse. Elle était partie, et il était seul dans le froid, roi d'un royaume vide. Manon, quant à elle, ne s'était pas arrêtée dans les jardins. Poussée par une énergie née du désespoir et de l'humiliation, elle avait continué sa course aveugle, loin des lumières du château, loin de ce monde qui l'avait parée pour mieux la dénuder. Elle retrouva en elle les instincts de la survivante, se faufilant à travers les ombres du parc, évitant les sentiers éclairés et les gardes. Elle atteignit une grille de service, oubliée, et se glissa dehors, retrouvant l'asphalte froid et anonyme d'une rue de banlieue. Elle marcha pendant des heures, la robe de velours somptueux devenant une armure incongrue dans les quartiers populaires de Paris qui s'éveillaient. Elle finit par trouver refuge dans un petit hôtel miteux, payant une chambre pour la nuit avec l'un des quelques billets qu'elle avait conservés sur elle. Dans la pièce exiguë qui sentait le renfermer, elle se regarda dans le miroir craquelé. La femme qui lui faisait face était une créature étrange, un mélange absurde de misère et de magnificence, une reine déchue d'un trône qu'elle n'avait jamais désiré. Les jours se transformèrent en une semaine, puis deux, une éternité de silence et de distance. Pour le prince Louis, le château était devenu un mausolée. Il avait lancé des recherches, discrètes d'abord, puis de plus en plus frénétiques, engageant les meilleurs détectives privés du pays. Chaque matin, un rapport vide l'attendait sur son bureau, une nouvelle confirmation de son impuissance. Il délaissait ses obligations, ses audiences, ses conseils, aux grandes dames de sa mère qui voyaient en cette obsession la ruine de leur dynastie. Il passait ses nuits à arpenter les couloirs, revivant en boucle la scène du dîner, le son de sa propre lâcheté. Il ne cherchait pas simplement une femme disparue, il cherchait la part de lui-même qu'elle avait emportée, cette parcelle d'humanité qu'il n'avait ressentie qu'à ses côtés. Le prince s'effaçait peu à peu, laissant place à un homme hanté par le regret, un homme qui commençait à comprendre que le véritable prix de sa couronne était la solitude la plus absolue. Loin de cette agitation princière, Manon organisait sa propre disparition. La première chose qu'elle fit fut de vendre le collier de diamants, un acte symbolique qui lui brisa le cœur autant qu'il la libéra. L'argent obtenu lui assurait une survie précaire pour plusieurs mois. Elle changea radicalement d'apparence, coupant ses longs cheveux et achetant des vêtements simples et fonctionnels. Elle quitta Paris, sachant que la capitale était le premier endroit où l'on chercherait. Elle prit un train pour le sud, s'arrêtant dans une petite ville de province où personne ne connaissait son visage ni son histoire. Là, sous un faux nom, elle trouva un travail dans une blanchisserie, un labeur éreintant où la chaleur et la vapeur lui servaient d'exutoire.
Elle se plongea dans cette routine anonyme, les mains redevenant rêches, le corps fatigué, l'esprit volontairement vide. Elle s'interdisait de penser, de se souvenir, érigeant un mur de silence autour de son cœur pour se protéger de l'écho de cet amour impossible. Au château, l'enquête piétinait. Louis, au bord du désespoir, congédia ses détectives. Il cherchait une femme de son monde, une maîtresse cachée, utilisant des méthodes adaptées à la haute société. Il ne pouvait pas la trouver, car il ne comprenait pas qui elle était vraiment. Une nuit, seule dans son immense bureau, son regard tomba sur la simple robe qu'elle portait le jour de son arrivée, précieusement conservée par une femme de chambre. Il la prit dans ses mains, sentant le tissu modeste, et une évidence le frappa. Il avait cherché une victime, une fugitive fragile. Mais Manon n'était ni l'une ni l'autre. Elle était une combattante, une survivante. Elle ne se cacherait pas dans la pitié, mais dans le labeur. Elle ne chercherait pas la charité, mais l'invisibilité. Il comprit qu'il devait abandonner les outils du prince et penser comme elle. Il devait retourner au point de départ, non pas à l'église, mais à ce lieu magique où leurs deux mondes s'étaient réellement rencontrés pour la première fois. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit terrible, 3 semaines qui avaient creusé un fossé entre leurs deux vies. Manon, désormais connue sous le nom de Jeanne, pliait des draps dans la touffeur d'une blanchisserie de la ville d'Aix-en-Provence, son visage fermé, son corps endolori, mais son esprit résolument tourné vers cette nouvelle existence anonyme. Au même moment, à des centaines de kilomètres de là, le prince Louis se tenait dans son bureau, une décision nouvelle et inébranlable brillant dans ses yeux. Il avait compris son erreur. On ne retrouvait pas une âme comme la sienne avec de l'argent et du pouvoir. Il ouvrit un tiroir et en sortit une fleur séchée, une pivoine blanche qu'il avait conservée de leur première rencontre chez le fleuriste. C'était là sa seule piste, le seul fil qui les reliait encore. Ce souvenir devint son unique boussole. Il n'allait plus la chercher comme un prince, mais comme un homme, en suivant la trace fragile d'un parfum et la promesse d'un regard qui avait changé sa vie à jamais. Le prince Louis quitta le château à l'aube, non pas dans une voiture officielle flanquée de gardes, mais seul, au volant d'un véhicule discret qu'il n'avait plus conduit depuis des années. Il ne portait pas de costume, mais des vêtements simples qui le rendaient de presque anonyme. Sa première destination ne fut pas un poste de police ou une agence de détective, mais la petite boutique de fleurs près de la place Vendôme. L'odeur des pivoines le frappa comme un souvenir douloureux. La propriétaire le reconnut, stupéfaite de le voir ainsi, sans faste ni escorte. Sa voix, lorsqu'il lui parla, n'avait rien de l'autorité princière. Elle était empreinte d'une humilité brisée, celle d'un homme cherchant une relique sacrée. Il ne demandait pas des informations, il suppliait un souvenir. Il apprit que les pivoines blanches qu'elle aimait tant provenaient d'un petit producteur exclusif, niché dans les collines de Provence, une région où la lumière dorée pouvait, espérait-il, cacher et guérir une âme blessée. Le voyage vers le sud fut une métamorphose silencieuse, une pénitence sur des centaines de kilomètres d'asphalte. Chaque ville traversée, chaque paysage qui défilait par la fenêtre était une étape de son propre dépouillement. Il n'était plus le prince héritier, mais un homme à la poursuite d'un fantôme, d'une chance de rédemption. Il dormit dans de modestes auberges, mangea dans des cafés où personne ne le reconnaissait et sentit pour la première fois le poids de la solitude, non pas comme un fardeau royal, mais comme une conséquence directe de ses propres erreurs. Le souvenir de son silence au dîner de gala le hantait, un écho assourdissant dans l'habitacle de la voiture. Il ne cherchait pas seulement à la retrouver. Il cherchait à retrouver l'homme qu'il aurait dû être pour elle, celui qui n'aurait pas hésité une seule seconde à la défendre contre le monde entier, y compris contre sa propre famille. Ce voyage n'était pas une quête, mais un pèlerinage vers son propre cœur. Arrivé en Provence, l'air chaud et parfumé de lavande et de thym le saisit, un contraste brutal avec l'atmosphère glaciale du château. Il commença sa recherche avec une patience d'artisan, visitant les marchés locaux, interrogeant les fleuristes, les fournisseurs. Il n'était plus un prince donnant des ordres, mais un homme humble avec une seule photographie et une description qui tenait plus du poème que du signalement. Une jeune femme à la dignité de reine, aux yeux qui portaient toute la tristesse de Paris et dont les mains savaient parler aux fleurs. Les jours passaient, rythmés par les réponses négatives et les regards méfiants. La frustration le rongeait, mais il ne renonça pas. Chaque lever de soleil
était une promesse renouvelée. Il sentait qu'il était proche, qu'une âme comme la sienne ne pouvait se cacher dans le bruit et la fureur, mais dans la simplicité et le labeur, là où la beauté et la peine coexistent en silence. La percée vint d'une vieille marchande sur une place de village ombragée par les platanes. Il lui montra la photo et le visage de la femme, raviné par le soleil, s'illumina d'une reconnaissance triste. Elle ne connaissait pas son nom, mais elle se souvenait d'elle. « La fille triste aux mains qui se souviennent des fleurs », murmura-t-elle. « Elle est arrivée il y a quelques semaines. Elle ne touche plus aux pétales maintenant. Ses mains sont dans l'eau de Javel et la vapeur. » La vieille femme lui indiqua une ruelle étroite, derrière l'église, où se trouvait une grande blanchisserie, un lieu de labeur incessant où les femmes du village lavèrent le linge des hôtels et des grandes maisons. Le cœur de Louis s'emballa. L'espoir et la terreur se livrèrent un combat furieux dans sa poitrine. Il était à quelques pas d'elle, mais il redoutait plus que tout le désert qu'il trouverait dans son regard. Il entra dans la blanchisserie et une vague de chaleur humide et une odeur âcre de lessive lui coupèrent le souffle. Le bruit des machines était assourdissant, un vacarme industriel qui contrastait violemment avec le silence feutré de sa vie. Et puis, il la vit. Au fond de la pièce, le dos courbé sur une montagne de drap blanc, se tenait Manon. Ses cheveux, plus courts, encadraient un visage amaigri où la fatigue avait creusé des ombres sous ses yeux. Elle portait une simple blouse grise et ses mains, qu'il avait vues si délicates au milieu des fleurs, étaient rouges et abîmées par le travail. Elle pliait le linge avec une concentration farouche, une efficacité mécanique qui trahissait une volonté de se perdre dans la tâche, d'annihiler la pensée. Chaque pli de drap qu'elle lissait était un reproche silencieux. Il resta un instant immobile, le cœur brisé par la vision de sa fierté réduite à cette survie épuisante, une survie qu'il avait indirectement provoquée. Il s'avança lentement, le bruit de ses pas absorbé par le vacarme ambiant. Quand il fut assez près, il prononça son nom, un murmure qui pourtant sembla transpercer le mur de son. Manon. Elle se figea, son corps se raidissant comme si elle avait reçu une décharge électrique. Très lentement, elle se retourna. Le choc initial dans ses yeux fut immédiatement remplacé par un masque de glace, une froideur si profonde qu'elle en était plus blessante que la haine. Il n'y avait ni peur ni surprise, seulement le vide d'une porte définitivement fermée. Il fit un pas de plus, s'attendant à sa colère, à ses cris, à ses larmes. Mais il n'y eut que ce silence terrible. Alors il lui livra la seule vérité qui pouvait encore avoir un poids, la seule offrande qui pouvait prouver qu'il n'était plus le même homme. « Je ne suis pas venu pour vous ramener au château, Manon. » Sa voix était rauque d'émotion. « Je suis venu vous dire que j'ai abdiqué. Il n'y a plus de château, il n'y a plus de prince, il n'y a que moi. » Les mots, à peine audibles au-dessus du vacarme des machines, semblèrent pourtant éteindre chaque son, créant un îlot de silence assourdissant au cœur de la buanderie surchauffée. Manon le dévisagea, son cœur un oiseau pris au piège contre ses côtes. L'abdication. Le mot était si monstrueux, si définitif, qu'il paraissait irréel. Elle chercha dans ses yeux une trace de mensonge, de manipulation, mais n'y trouva qu'une lassitude infinie et une sincérité brute qui la désarma. « Il n'y a que moi. » Cette phrase simple était la plus grande offrande, le sacrifice le plus total. Le prince qui l'avait humilié par son silence au dîner n'existait plus. Devant elle se tenait un homme dépouillé de sa couronne, de son pouvoir, de son nom même. Un homme qui avait tout abandonné pour la retrouver dans ce lieu de labeur et de sueur. La froideur qui l'avait protégée pendant des semaines commença à se fissurer, laissant entrer une chaleur terrifiante et merveilleuse. La chaleur d'un amour si grand qu'il pouvait renverser des royaumes. Il fit un pas de plus, ses mains s'ouvrant dans un geste de supplication. Sa voix était basse, brisée par le poids de son aveu. « J'ai été un lâche, Manon. Cette nuit-là, au château, j'ai laissé le prince parler à ma place. J'ai été élevé pour protéger la couronne avant tout, pour sacrifier mes sentiments sur l'autel du devoir. Mon silence n'était pas du mépris pour toi, c'était la peur la plus abjecte, la peur de perdre le seul monde que je connaissais. Mais en te perdant, toi, j'ai compris que ce monde était vide. Le château est devenu une tombe. Chaque couloir me rappelait ton absence. Chaque silence criait ma faute. J'ai cherché une femme, mais j'ai compris sur la route que je me cherchais moi-même, l'homme que j'aurais dû être pour toi, l'homme que tu méritais. » Il ne demandait pas pardon. Il exposait sa vérité, sa honte,
la transformation douloureuse qu'elle avait initiée en lui. Les larmes qu'elle avait si farouchement contenues se mirent à perler au coin de ses yeux, puis à couler en silence sur ses joues fatiguées. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de libération. Elle voyait l'homme derrière le titre, l'âme solitaire qui s'était cachée derrière des murs de marbre. Elle voyait son voyage, non pas comme une poursuite, mais comme un pèlerinage. Elle, l'ancienne mendiante, avait inspiré un prince à chercher sa propre liberté. La colère, la rancœur, tout fondit sous la puissance de cette révélation. Elle leva une main, ses doigts rougis par le travail hésitant à quelques centimètres de son visage. Elle voulait toucher cette réalité, s'assurer qu'il n'était pas un fantôme né de la vapeur et de son propre désir secret. Ce geste timide, cette question muette, fut sa reddition. Elle ne luttait plus contre lui, mais contre les dernières barrières de son propre cœur qui s'effondraient comme des digues sous un flot trop puissant. Il combla la distance qui les séparait et prit délicatement sa main dans les siennes. Il ne recula pas devant la rugosité de sa peau, les petites coupures, les marques du labeur. Au contraire, il la porta à ses lèvres dans un geste d'une révérence infinie, un baiser qui honorait sa force, sa survie, son histoire. « Tes mains, murmura-t-il contre sa paume, racontent une histoire plus noble que n'importe quelle lignée royale. Elle parle de courage, de dignité. Laisse-moi passer le reste de ma vie à les honorer. Laisse-moi construire un monde pour nous où tu n'auras plus jamais à te cacher, ni à te battre seul. » Manon ferma les yeux, savourant ce contact qui guérissait toutes les blessures, toutes les humiliations. Elle se laissa aller contre lui, sa tête trouvant refuge sur son épaule, et dans le vacarme de la blanchisserie, au milieu de l'odeur de lessive, elle sentit enfin qu'elle était rentrée à la maison. Un foyer qu'elle n'avait jamais eu, un royaume qui n'avait ni mur ni couronne. Le monde extérieur, avec son bruit et sa chaleur, revint peu à peu à eux, mais il avait perdu son pouvoir. Ils étaient dans leur propre univers, un sanctuaire bâti sur les ruines d'un trône. Louis releva doucement son visage, ses pouces essuyant les dernières traces de larmes. « Viens avec moi, Manon. » Sa voix n'était plus une demande, mais une évidence partagée. « Loin d'ici, loin de tout ça, il y a une petite maison que j'ai vue près des champs de pivoine, un endroit où nous pourrons être simplement Louis et Manon. Un endroit où nous pourrons planter notre propre jardin. » Elle n'eut pas besoin de répondre. Son sourire, le premier vrai sourire qu'il voyait sur ses lèvres, fut un oui plus éloquent que tous les serments prononcés devant un autel. Il enleva délicatement le tablier gris qu'elle portait, le laissant tomber sur le sol comme le dernier vestige de son ancienne vie, et la prit par la main pour la guider hors de cette pénombre laborieuse. Ils sortirent de la blanchisserie, marchant de l'ombre vers la lumière éclatante du soleil de Provence. Le contraste était saisissant, un baptême symbolique dans une nouvelle existence. Ils laissèrent derrière eux le bruit des machines, l'odeur de la servitude, et s'avancèrent, main dans la main, vers un avenir qu'ils allaient écrire ensemble. Les semaines qui suivirent se muèrent en mois de reconstruction silencieuse. Ils achetèrent la petite maison en pierre, un refuge simple niché au cœur de la campagne. Ensemble, ils la rénovèrent, leurs mains se couvrant de terre et de peinture, chaque coup de pinceau, chaque pierre posée étant une promesse, un pas de plus loin de leurs prisons respectives. Le symbole ultime de leur nouvelle vie serait le jardin qu'ils planteraient au printemps. Un jardin où les pivoines blanches, fleurs de leur première rencontre, fleuriraient en abondance, témoignant que le véritable amour ne s'épanouit pas dans les palais, mais dans la liberté partagée. 1 an s'était écoulé, une année entière tissée de silence, de travail et de pardon. La consécration de leur amour n'eut pas lieu dans une cathédrale royale sous le regard du monde, mais ici, dans le jardin de leur petite maison en pierre, sous le soleil généreux de Provence. Manon portait une robe simple en dentelle blanche, ses cheveux courts, ornés d'une seule pivoine. Louis, à ses côtés, n'était plus un prince en uniforme, mais un homme en chemise de lin, le visage apaisé, les yeux ne quittant jamais les siens. Les quelques invités étaient des visages amis, la vieille fleuriste de Paris, la marchande du village qui avait guidé Louis jusqu'à elle, quelques voisins devenus une famille. Il n'y avait pas de contrat, pas de couronne, pas de devoir. Il n'y avait que la promesse murmurée dans la brise parfumée, un oui qui n'était pas un refuge mais un commencement, le premier jour d'un royaume bâti à deux, sur la terre fertile de leur amour retrouvé. Leur vie quotidienne était une mélodie simple et douce, un contrepoint parfait au fracas de leur passé.
Chaque matin, ils se levaient avec le soleil, partageant un café sur la petite terrasse qui surplombait leur champ de fleurs. Louis, dont les mains portaient désormais les marques de la terre, avait trouvé une paix profonde dans le travail physique, dans le cycle des saisons, loin des intrigues et de l'étiquette de la cour. Manon, quant à elle, avait transformé sa passion en une petite entreprise florissante. Elle composait des bouquets pour les marchés locaux, ses créations racontant des histoires de résilience et de beauté. Elle n'était plus la survivante aux aguets, mais une femme épanouie, le cœur de leur foyer, une reine sans trône dont le seul empire était ce jardin et l'homme qui le cultivait à ses côtés. Le soir, épuisés mais heureux, ils lisaient au coin du feu, le silence entre eux n'étant plus une arme, mais une communion. Les échos du monde d'avant parvenaient parfois jusqu'à eux, assourdis par la distance et le temps. La boutique de la place Vendôme, autrefois théâtre de leur confrontation, était devenue l'un des meilleurs clients de Manon, une boucle ironique et douce que le destin avait dessinée pour eux. La propriétaire envoyait souvent des lettres, racontant avec amusement comment les dames de la cour se disputaient les pivoines de Manon. Louis recevait parfois des nouvelles de sa mère. La colère de la reine s'était muée en une curiosité mélancolique, puis en un respect distant pour ce fils qui avait choisi le bonheur plutôt que le pouvoir. Mais ces fantômes n'avaient plus de prise sur eux. Leur réalité était ici, dans le parfum de la lavande, dans le rire de Manon quand Louis trébuchait dans le potager, dans la certitude que leur abdication n'avait pas été une perte, mais la plus grande des conquêtes. Le geste le plus puissant de Louis n'avait pas été de renoncer à sa couronne, mais de transformer la douleur passée de Manon en un héritage d'espoir. Avec les fonds de la vente d'un domaine royal qui lui était cher, il avait créé une fondation à Paris, portant le nom de Manon. Cette organisation venait en aide aux femmes sans abri, leur offrant non seulement un toit, mais aussi une formation, une chance de se reconstruire, de retrouver leur dignité. Manon s'y rendait plusieurs fois par an, non pas comme une riche bienfaitrice, mais comme une sœur. Elle s'asseyait avec ses femmes, partageait son histoire, leur montrait ses mains qui avaient connu le froid et le labeur. Elle leur disait que les cicatrices n'étaient pas une fin, mais la preuve qu'on avait survécu. L'humiliation publique qu'elle avait subie était devenue sa plus grande force, une lumière qui guidait d'autres âmes hors de l'obscurité. Un soir d'été, alors que le ciel de Provence s'embrasait de couleurs pourpres et dorées, ils étaient assis sur le banc de pierre au milieu de leur jardin. Le parfum des pivoines était presque enivrant. Louis prit la main de Manon, ses doigts parcourant les lignes de sa paume. « Je pensais être venu te sauver d'une prison ce jour-là, dans cette église, » murmura-t-il, sa voix chargée d'une émotion intacte. « Mais la vérité, c'est que c'est toi qui m'as libéré de la mienne. Tu m'as montré qu'un royaume n'est pas une terre à gouverner, mais un cœur à chérir. » Manon posa sa tête sur son épaule, son regard perdu dans la beauté du crépuscule. « Nous n'avions pas besoin d'être sauvés, Louis, » répondit-elle doucement. « Nous avions besoin d'être trouvés, l'un par l'autre. » Dans ce silence apaisé, ils comprirent qu'ils n'avaient pas fui leur passé. Ils l'avaient replanté, et il avait fleuri en quelque chose de plus beau et de plus vrai. La nuit tomba, enveloppant leur petite maison d'un manteau de velours étoilé. Debout, près de la fenêtre de leur chambre, ils contemplaient leur jardin endormi. Les pivoines blanches, sous la clarté de la lune, semblaient des globes de lumière pure, des promesses silencieuses, veillant sur leur sommeil. Louis l'enlaça par derrière, son menton se posant doucement sur sa tête, leurs deux silhouettes ne faisant qu'une face à ce paysage de paix. Leur voyage avait été une tempête, un chemin tortueux allant des pavés froids de Paris à la terre chaude de Provence, d'un contrat de survie à un serment de l'âme. Si leur histoire a su trouver un écho dans votre cœur, si elle vous a ému, partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus touché et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo. Car le plus grand des royaumes n'était pas fait de murs et de couronnes, mais de deux mains qui se sont trouvées dans l'obscurité et ont refusé à jamais de se lâcher.